Merci de nous recevoir chez vous à cette autre émission de Constica All Week News. Pendant 1 heure, nous allons vous présenter le meilleur de l'Afrique, mais aussi souvent des événements malheureux. Mais c'est aussi ça, le commun et le traditionnel quotidien de la vie des hommes sur Terre. Nous allons parler du Tchad, nous allons parler du Cameroun, nous allons parler du Maroc, de la Libye. Nous allons faire une escapade en Côte d'Ivoire pour vous présenter une école de formation un peu spéciale qui reçoit des hommes et des femmes aguerris. Nous allons parler aussi de l'Université internationale de Libreville, oui, parce que les étudiants doivent penser à leur formation, à leur éducation. Nous allons vous présenter un peu tout cela pendant 1 heure sur votre média, votre chaîne de télévision, celle que vous avez choisie. Merci de rester des nôtres. Nous commençons tout de suite par le Tchad, le pays que dirige brillamment le président de la transition, chef d'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Au Tchad, comme je disais tantôt, Madame Anna Djedé, directrice générale des opérations à la Banque mondiale, a été reçue par le président de la transition, chef de l'État tchadien. Au menu de cette rencontre avec le numéro 1 tchadien, ils ont parlé de la crise humanitaire et surtout du soutien indéfectible de la Banque mondiale. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une délégation de la Banque mondiale, délégation conduite par sa directrice générale chargée des opérations, Madame Anna Djedé. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les nouveaux appuis financiers pour répondre aux défis humanitaires auxquels le Tchad fait face à cause de la crise née de l'afflux des réfugiés soudanais à l'est du Tchad, une situation qui préoccupe la Banque mondiale, partenaire privilégié du gouvernement. Conduite par sa directrice générale chargée des opérations, Anna Djedé, la délégation a exprimé au président de la République du Tchad le soutien de la Banque mondiale et lui a fait part de la disponibilité de nouveaux financements dans le volet humanitaire au profit du Tchad. Nous avons convenu de l'importance d'accroître notre soutien aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent. Nous allons le faire avec des projets qui vont porter sur l'infrastructure de base, la santé, l'éducation, le renforcement des moyens de subsistance, ainsi que le domaine agricole et la sécurité alimentaire. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui un renforcement de notre appui au Tchad, afin que le Tchad puisse mieux servir sa population et venir en aide aux réfugiés. Un projet d'urgence en faveur de la sécurité alimentaire de 340 millions de dollars. C'est un appui supplémentaire, programme que nous avons en cours pour, entre autres, aider à la sécurité alimentaire. Occasion aussi pour la directrice générale de la Banque mondiale, chargée des opérations, de saluer les efforts du Tchad en matière de réforme économique et de gouvernance, soulignant que ces financements contribueront à renforcer la résilience économique du pays, tout en améliorant les conditions de vie du peuple tchadien. Ce qui préoccupe particulièrement le chef de l'État, c'est la sécurité alimentaire. Nous avons donc convenu d'un projet d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire. Nous avons aussi parlé du secteur énergétique. Nous avons un programme en cours, mais nous avons convenu d'accélérer sa mise en œuvre afin d'accroître l'accès à l'énergie pour les populations tchadiennes. Nous avons aussi souligné l'importance d'accélérer les réformes en matière de gestion des finances publiques, d'administration fiscale, mais aussi d'accès à l'infrastructure de base. Ce partenariat renouvelé entre le Tchad et la Banque mondiale promet de catalyser le progrès économique et social, a reconnu le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son soutien continu en faveur du Tchad dans sa quête de développement. Nous quittons le Tchad, ce pays qui est situé au nord du Cameroun en Afrique centrale, pour parler d'un autre petit pays par sa superficie, et même je dirais sa population, mais un grand pays, avec l'un des jeunes et plus anciens chefs d'État de ce pays, à savoir
le président Faure Essosinba-Yassingbe. Il est important de parler de ce pays, le Togo. Le pays du président Faure Essosinba-Yassingbe a procédé très récemment à une révision de son gouvernement avec des nominations à des postes ministériels et aussi quelques mutations à certains postes. Reportage Charlotte Abdoulaye. Un remaniement ministériel est intervenu dans le gouvernement togolais avec 5 entrées, 4 départs et quelques permutations. Le premier que connaît le gouvernement dirigé par Madame Victoire Dogbe, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Togo. Ce décret est lu par le nouveau secrétaire général du gouvernement togolais. Décret portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret portant nomination du Premier ministre, vu le décret portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, décrète, sont nommés ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, général de brigade Damham Yark, ministre d'État, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, M. Kodjo Tsevontepe Adedje. Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, préfet Kodabalo Awate. Ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kuigan. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ambassadeur Calix Batossi Madjoulouba. Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Madame Kayi Mivedor. Ministre de la Promotion de l'Investissement, Madame Manuela Modoupe Santos. Ministre de l'Accès universel aux soins, Monsieur Jean-Marie Kofi Ewanoule Pessi. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 8 septembre 2023, le président de la République, Faure Essosinba-Yassingbe. Le Togo qui bouge et qui bouge pour le bonheur d'abord des Togolais, ensuite des Africains. Parce qu'on aimerait voir en Afrique des choses, des événements tout positifs et que les Africains se mettent tous autour de leur leader pour bâtir ensemble notre Afrique qui nous est chère. Nous quittons le Togo pour le Sénégal. Le Sénégal où le président Macky Sall a été, depuis 1960, un des présidents qui aura véritablement bâti le Sénégal, qui aura fait des choses, mais qui a péché, il faut le dire, par le manque de communication. Il n'a pas mis en exergue par la communication aujourd'hui qui est féroce dans ce monde quand on pense à un pays comme les États-Unis d'Amérique dont les budgets en termes de communication excellent certains gros budgets, je dirais même des budgets de l'armée. On parle du Sénégal, où le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a accordé une audience à l'ambassadeur de Grèce au Sénégal. Au menu de cette audience, nombre de défis à relever, décoration, fin de séjour diplomatique. Reportage Charlotte Abdoulaye. Arrivé en fin de mission au Sénégal, l'ambassadeur de Grèce au Sénégal, son Excellence Eftimos Georges Kossopoulos, a fait ses adieux au président Macky Sall ce lundi. Au cours de cette audience, le diplomate a été fait commandeur dans l'Ordre national du Lion. Ce fut un honneur, un grand privilège d'être décoré aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je quitte mon poste ici à Dakar avec beaucoup d'émotion, notamment parce que je suis en fait le premier ambassadeur de mon pays, la Grèce, au Sénégal. J'ai ouvert cette ambassade avec... je suis très fier d'avoir accompli cette tâche. Je pense qu'il y a un grand avenir dans les relations entre nos deux pays, une grande perspective pour l'Afrique et pour le Sénégal en particulier. Et donc je suis très, très honoré d'avoir pu participer à l'établissement des relations diplomatiques au niveau des ambassades ici à Dakar. Vous savez, on a déjà beaucoup de domaines dans lesquels on coopère, que ce soit la formation de militaires, par exemple, qui sont boursiers, qui sont formés chez nous,
On a pu établir des liens avec beaucoup de personnalités, beaucoup de gens de la société civile ici. On a pu aider des bonnes causes comme les sports pour les enfants qui ont des capacités spéciales ou mentales. Et j'espère que tout ça sera poursuivi, de même que les relations économiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui regardent. Le Sénégal est un pays qui se développe rapidement et beaucoup d'opportunités se créent. Certainement, ça sera également un des grands chantiers pour l'avenir. Vous savez, la Grèce a été frappée cet été par des énormes incendies de forêt et qui ont été suivis il y a quelques jours par des inondations historiques. On n'a jamais eu d'inondation de cette taille-là. Et donc, on a pu changer sur les besoins de faire les efforts pour le climat, pour l'énergie, sans casser la croissance, mais en bonne coopération internationale. Au cours de ces échanges, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et le diplomate grec, son Excellence Eftimos George Kostopoulos, ont évoqué les nombreux défis à relever dans plusieurs domaines. Nous quittons le Sénégal pour le Maroc. Le Maroc, où le roi Mohamed VI et tout le peuple marocain sont très attristés. Et à leur côté, toute l'Afrique, et je dirais même la planète, attristés parce que le royaume vit. Peut-on parler d'une course contre la montre dans le royaume du Maroc? Près de 3000 morts et plus de 5000 blessés dans un séisme qui n'a laissé aucun Africain indifférent et même, je dirais, toute la planète. Reportage Charlotte Abdoulaye. Les secours restent mobilisés au Maroc pour tenter de trouver d'éventuels survivants, même si les espoirs s'amenuisent après le séisme qui a fait près de 2900 morts et au moins 5530 blessés. Plus de la moitié des morts ont été recensés dans la région de Ouirgane. Des familles entières décimées et des villages entiers coupés du monde, où l'aide arrive par hélicoptère. Les autorités marocaines ont sollicité l'aide de plusieurs pays étrangers, entre autres l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Et il y a 100 000 enfants qui sont affectés par cette catastrophe et dans certaines régions, on craint de mourir de faim et de froid sans un abri. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, est allé au chevet des blessés du séisme et a donné son sang. Les autorités marocaines sont critiquées pour avoir restreint l'aide étrangère. Le gouvernement affirme avoir évité le goulot d'étranglement des dizaines de pays et d'organisations humanitaires venant pour les aider. Environ 80% des maisons de la Médina historique ont été démolies. Elle était trop fragile pour résister au tremblement de terre. La Médina de Marrakech a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Ville ancienne de près de 600 hectares, enserrée dans ses remparts de terre depuis le XIIe siècle. Nous quittons le Maroc pour le Gabon. Le Gabon où tout se déroule comme le réglage d'une montre suisse. En 2 semaines, toutes les institutions ont été mises en place. Le président de la transition, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, fait des choses comme il se doit. Ça frise un respect. Le respect et l'admiration mondiale. La dernière institution en date était très attendue pour voir cette passation de charge entre une des plus aguerries, un socle, je dirais même une mémoire du Gabon, à savoir Dr Marie-Madeleine Boranso, et celui qui allait désormais lui succéder. À la tête de cette cour constitutionnelle de transition désormais, un juriste constitutionnel. La passation des charges s'est faite dans cette haute institution, ce somptueux bâtiment que vous apercevez, qu'elle a réalisé de fond en comble, parce que pour elle, le Gabon passe par-dessus tout. Son amour pour le Gabon, son patriotisme avéré se traduit par les actes qu'elle a posés dans ce pays et qui frisent le respect de toute la planète et surtout qui donnent envie aux Africains et à la nouvelle génération de faire plus. Le docteur Marie-Madeleine Boranso a procédé à la passation de charge avec celui qui lui succède à cette haute institution. Reportage Charlotte Abdoulaye. C'était un événement historique pour le Gabon qui a vécu un événement exceptionnel. Il s'agit de la cérémonie de passation de charge au Palais de la Constitution entre Dr Marie-Madeleine Boranso, dont l'image et le nom sera gravés à l'encre indélébile dans la construction pharaonique de ce bâtiment qui fait la fierté des Gabonais, embellissant la capitale Libreville, comme pour montrer la voie à ses compatriotes et aux Africains. Cette passation décharge à son successeur Dieudonné Abba Owono, qui devient officiellement le nouveau président de la Cour constitutionnelle gabonaise.
C'est dans une ambiance empreinte d'allégresse et de reconnaissance que tout le personnel de la Cour constitutionnelle, qui a félicité par acclamation Dr Marie-Madeleine Boranceau pour son prestigieux parcours au sein de la plus haute juridiction gabonaise. C'est au regard de l'œuvre immense et de l'implication transversale de cette grande personnalité tant pour le rayonnement du Gabon et même de tout le continent dans les plus grandes instances décisionnelles du monde. Fort de cette riche expérience, Dr Marie-Madeleine Boranceau, président sortant de la Cour constitutionnelle gabonaise, s'est félicité du travail jusqu'ici abattu avec ses collègues juges constitutionnels et a invité la nouvelle équipe dirigeante à garder le cap pour un Gabon plus juste. Nous partons d'ici, comme vous le constatez, je ne peux pas, même pas vous égrener tout ce qu'on a fait. Non, on a beaucoup fait en 32 ans. Nous partons d'ici avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Et alors, sans vacances, sans danger. Toujours en train de dire, mon Dieu, est-ce que cette décision-là ne va pas entraîner les remous dans la rue? Est-ce que la sécurité des Gabonais, la sécurité des Gabonais, la sécurité... Je n'ai fait que ça pendant 32 ans, me préoccuper de la sécurité des Gabonais. Nuit et jour. Avant de rendre une décision, vous êtes obligé d'aller prier. Seigneur, instruis-nous, indique-nous, qu'est-ce que nous avons écrit? C'est ça, la Cour constitutionnelle. Autour de cet acte, en face des assistants, à chaque dossier, chacun donne son point de vue. Si c'est comme ça, il n'y a pas 3 juges qui sont brillants, qui vont dans leur bureau pour décider. Ça a toujours été tout le monde dans cette salle. En saluant les précieux conseils du docteur Marie-Madeleine Boranceau, le président de la transition de la Cour constitutionnelle gabonaise s'est dit pouvoir compter sur la collaboration de tous et de chacun pour mener à bien cette nouvelle mission. Ce matin, vous n'avez pas cessé de nous prodiguer de sages conseils et surtout de nous montrer le fonctionnement de l'institution. Une chose est de lire ce qu'il y a dans les textes, dans les lois, mais c'est toujours mieux d'écouter ce qui se fait réellement sur le terrain. De ce point de vue, Madame le Président, je vous dis encore merci. Au sortir de cette cérémonie de haute facture, Dr Marie-Madeleine Boranceau a été élevée par le collège de la Cour constitutionnelle de la transition à la haute et prestigieuse distinction de président honoré de la Cour constitutionnelle. Cet acte de passation de service du Dr Marie-Madeleine Boranceau, président sortant au président entrant de la Cour constitutionnelle gabonaise, vient davantage mettre le Gabon sur la voie d'un nouvel envol vers des horizons plus prometteurs, insufflés par son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Après cette passation de charge au Gabon, dans cette haute juridiction, la Cour constitutionnelle, nous marquons une petite pause dans ce pays d'Afrique centrale, puisque désormais, nous allons avoir affaire à la rentrée universitaire, parler aux jeunes, aux parents qui hésitent encore ou envoyer leurs enfants en hexagone, en Europe, ou les garder sur le continent africain. La première proposition est de les garder sur le continent africain et à côté, c'est-à-dire un pays comme le Gabon. Le Gabon qui a une belle université où les enfants ont tout pour bien étudier. C'est l'instant de vous présenter cette université, je vous retrouve juste après. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2023-2024.
Après la présentation de cette université, l'Université internationale de Libreville, c'est aussi le lieu ici pour nous de saluer le recteur de cette université, M. Jacques-François Mavungu, et souhaiter une bonne rentrée universitaire à tous les Africains qui prendront d'assaut cette université. Ça, c'est l'éducation et la formation de notre jeunesse africaine. Une autre formation, une formation des militaires, de nos officiers, de nos gendarmes. L'équipe de rédaction de CNN a tout simplement décidé de se focaliser sur cette école. Pourquoi ? À la tête de ce ministère de la Défense en Côte d'Ivoire, le ministre de Tatene Birahima Ouattara veille à la sécurité de tous les Ivoiriens. C'est la raison pour laquelle, en cette édition, toute l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous présenter cette école où sortent les officiers, cette école de gendarmerie. Ils sont nombreux, les Africains formés à l'école de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et dans la 47e promotion 2023, sortie il y a près d'un mois, figurent des gendarmes gabonais. Actualité oblige, nous avons décidé de vous présenter ce qui est désormais à constater d'admiratif en Afrique dans la collaboration Sud-Sud. Reportage Raoul Sankoué. Formés chaque année, plus d'une cinquantaine de jeunes officiers ivoiriens, et ceux venus d'ailleurs, surtout de l'Afrique subsaharienne, âgés entre 18 et 25 ans, ayant satisfait aux exigences du concours d'admission des officiers et sous-officiers. Telle est la mission de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Pour démarrer la formation, l'école de gendarmerie d'Abidjan va tout d'abord vérifier le respect de toutes les formalités administratives remplies par les jeunes officiers, comme nous l'explique le colonel-major Alain Camara Kinaya. Il s'agit d'abord d'une vérification des formalités administratives. Et donc ça nous permet d'abord dans un premier temps d'accepter cet individu à l'école, faire la contre-visite avec le médecin de l'école. Ça nous permet justement de s'assurer que ceux qui sont venus sont médicalement aptes et que les documents qu'ils ont fournis sont authentifiés. Après la vérification des aptitudes physiques et psychologiques, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Les jeunes officiers démarrent la formation par des exercices physiques de base dont l'objectif est d'apprendre aux jeunes recrues les réflexes de militaires. Il s'agit pendant cette étape de l'instruction purement militaire et également de la formation physique de l'individu. Dans cette étape, on apprend à la jeune recrue comment marcher au pas, comment défiler. S'ensuit après le cours théorique d'ordre serré qui enseigne aux jeunes officiers les valeurs du salut militaire et du respect de la hiérarchie. Une exigence pour tout le corps armé. Chez nous, le salut, c'est un signe de respect vis-à-vis de son chef. Durant la pratique, les jeunes officiers exécutent avec brio cette règle d'or du salut militaire. La boue, repos, la boue, à gauche. Gauche, à droite, gauche. Mais il manque de synchronisation dans les gestes. Pour cela, l'instructeur donne un autre exercice. Durant cette formation, les jeunes officiers et sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan vont apprendre comment manier les armes, l'un des modules le plus important et délicat de la formation. Pour manipuler avec dextérité ces armes, les jeunes recrues doivent davantage travailler leur force physique. Et à l'école de gendarmerie d'Abidjan, les instructeurs sont très exigeants sur cet aspect. La gendarmerie nationale est une force armée chargée de missions de police et de type militaire dans les zones rurales et périurbaines et sur les voies de communication. Et pour cela, le jeune gendarme se doit de maîtriser, en plus des connaissances de police judiciaire et administrative, des aptitudes physiques spectaculaires et une dextérité dans le maniement des armes, afin d'être paré à toute éventualité sur le terrain. La pratique des arts martiaux vient davantage renforcer chez les jeunes officiers de l'école de la gendarmerie d'Abidjan son agilité lors des combats physiques. Durant 2 ans, les jeunes recrues de l'école de gendarmerie d'Abidjan reçoivent une formation militaire et professionnelle. L'intervention professionnelle est l'un des moments cruciaux du deuxième volet de la formation. Dans cette école, depuis le 14 octobre 2014, la notion du respect du genre est une réalité au sein de la gendarmerie d'Abidjan, avec l'intégration des premières femmes officiers. Que ce soit les femmes ou les hommes,
c'est la même formation que tout le monde reçoit. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, la discipline est au cœur de la formation des jeunes recrues. Ici, la tolérance est zéro en ce qui concerne les cas d'indiscipline. Au sortir de cette formation, l'école de gendarmerie d'Abidjan va organiser les cérémonies de prestation de serment de la 61e et de la 62e promotion des élèves sous-officiers, ainsi que la prestation de serment de la 47e promotion des officiers de la gendarmerie. J'invite toute la population, les parents et amis à venir soutenir leurs enfants et voir ce qu'ils sont devenus. Une 47e promotion constituée de 27 stagiaires venus de 9 pays et des officiers locaux. En arrivant, on avait certaines bases fébriles en connaissance de gendarmerie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a apporté un plus. Avec un personnel d'encadrement composé de 15 officiers, dont 3 femmes officiers et 216 sous-officiers, l'école de gendarmerie d'Abidjan continue de perpétuer le perfectionnement des cadres, la formation des officiers et sous-officiers, ainsi que des cadres de l'armée. Nous avons aujourd'hui en gros 1000 officiers, nationaux comme non nationaux, qui ont été formés ici, et à peu près 23 000 sous-officiers qui a été formé à l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'école de gendarmerie d'Abidjan a été primée à 2 reprises au prix de la meilleure école militaire. Et aujourd'hui encore, la structure ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous quittons la Côte d'Ivoire où on a eu l'agréable plaisir de regarder ces jeunes officiers, ces jeunes gendarmes en pleine formation. Et nous allons tout de suite en Libye. En Libye où je dirais tout le monde est unanime sur le fait que le départ du colonel Kadhafi laissera encore pour longtemps des traces indélébiles dans le dysfonctionnement du continent africain. Avec le Boko Haram, les djihadistes répandus sur tous les pays d'Afrique, aucun pays n'y échappe. Et là, avec une catastrophe qui vient de frapper ce pays frère, la Libye. Plus que jamais, les problèmes climatiques doivent être pris au sérieux. Le cas de la Libye est patent. Reportage Raoul Sankoui. La tempête Daniel a frappé l'est de la Libye, notamment les villes côtières du Jabal Har-Hagdar, dans le nord-est du pays, mais également Benghazi, où un couvre-feu a été décrété et les écoles ont été fermées. Le centre-ville de Derna dévasté. La boue emprisonne les voitures et les bâtiments tiennent à peine debout. Des quartiers entiers détruits après le passage de la tempête Daniel. L'eau a tout emporté, surprenant des milliers de Libyens. La ville est d'habitude protégée par 2 barrages construits pour contenir ces montées d'eau. Le barrage était plein. Avec la pression, il a explosé. Le torrent s'est abattu sur nous avec une telle force. Il faisait plus de 12 mètres de hauteur. Personne ne pensait que le barrage céderait. Le barrage de Wadi Derna était le premier à s'effondrer. Ainsi, l'eau a dévalé jusqu'au centre-ville. Par la suite, le 2e barrage a cédé et coupé la ville en 2 jusqu'à la mer Méditerranée. Voici une vue satellitaire de Derna avant et après le passage de la tempête Daniel. Dans la ville, les survivants extraient les corps de leurs proches des décombres résignés. La moitié de notre peuple, voire peut-être même 90% d'entre nous se sont noyés. Toute la maison de ma tante a été emportée, comme la maison de mon cousin. Toute ma famille. La situation est telle que l'aide internationale ne pourra pas réparer tous les dégâts. Ce que nous avons perdu, nous ne le retrouverons jamais. Cet hôpital a été inondé en quelques heures. Elle a été évacuée en urgence. Après avoir touché la Grèce, la Bulgarie et la Turquie, la tempête Daniel a redoublé d'intensité au-dessus de la Méditerranée. Selon les organisations humanitaires, 30 000 habitants ont quitté la ville de Derna. Nous quittons la Libye avec cette note triste pour parler un tout petit peu d'un moment qui fait plaisir aux professionnels du football ainsi qu'aux amateurs, à savoir la CAN 2023 qui se tiendra en 2024 dans un pays phare du continent africain, un pays subsahárien, la Côte d'Ivoire. Un moment qui a fait plaisir à tous les amoureux du football, à savoir la qualification pour la CAN 2023 tant attendue déjà par les organisateurs, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la participation de ce pays frère, le Cameroun. C'est fait. Le visa pour la Côte d'Ivoire, les Lions indomptables l'ont obtenu avec une joie énorme du président de la FECA Foot, à savoir le très brillant, le très populaire et l'inégalable Samuel Eto'o fils,
qui viendra à la tête de cette délégation en Côte d'Ivoire, avec des ambitions féroces, ça c'est sûr, j'en suis persuadé. Avec derrière lui tous les lions indomptables. 3-0, c'était le score du match qui a opposé le Cameroun au Burundi. Reportage Raoul Sankoué. Dernier match du groupe C, des éliminatoires et décisif pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a croisé le fer ce 12 septembre avec le Burundi pour décrocher son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Pour cela, les Lions indomptables du Cameroun ont fait le travail malgré une première période nulle et vierge, largement dominée par une équipe burundaise, stoppée net dans toute sa tentative offensive par le portier camerounais André Onana, très impressionnant dans tous ses arrêts de balle. Le premier mi-temps était un peu difficile, parce qu'en face aussi, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Alors, nos joueurs étaient un peu sous pression. Au retour des vestiaires, le match entre le Burundi et le Cameroun va se débloquer sur un but moins loufoque. Servi par son gardien dans la surface de réparation sans aucune précision, le défenseur burundais Christophe Dora Rigira s'est totalement déchiré, déposant admirablement le ballon dans la course de Brian Bomo, seul face à l'ouverture du score à la 46e minute de jeu. Une ouverture du score qui va redonner beaucoup d'air aussi. Car peu après et juste avant l'heure de jeu, c'est le René Christopher Wu qui s'est chargé de doubler la mise à la 59e minute de jeu. Dans les derniers instants de jeu, Vincent Aboubakar a parachevé cette victoire en faisant trembler à nouveau les filets du gardien burundais à la 93e minute de jeu. Du tremblement des filets, il y en a eu, comme l'avait sagement prédit le sélectionneur camerounais Rigobert Sambana aux journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match. Une victoire 3-0 pour le Cameroun qui décroche avec la Namibie les 2 derniers tickets pour la compétition. Sorti 3e en 2021, le Cameroun sera bel et bien présent à la prochaine CAN qui aura lieu en début 2024 en Côte d'Ivoire. Le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont bien déterminés à remporter cette 6e étoile au pays. Après ce moment de sport dans cette émission, c'est pas très habituel, nous allons tout simplement vous présenter le grand format. Toute l'équipe de rédaction de CNN dans la mouvance de l'actualité politique en Afrique, très focalisée sur le Gabon, a décidé de consacrer ce grand format à un illustre personnage. Dans cette mouvance de l'actualité, de ce qui est désormais qualifié de changement de régime sans effusion de sang, faisant de facto la joie du peuple gabonais, nous avons décidé de nous focaliser sur un personnage qui force l'admiration de tous et honore le Gabon qu'elle aime par-dessus tout. Inutile de parler du parcours élogieux du président sortant de la Cour constitutionnelle gabonaise, devenu président honoraire de cette même Cour au regard de l'œuvre immense et de l'implication transversale de cette grande personnalité qui aura tout donné pour le rayonnement du Gabon et même de tout le continent, dans les plus grandes instances décisionnelles du monde. Le 12 septembre a consacré le couronnement d'une carrière extraordinaire, dense et riche, tout autant qu'il sanctuarise une personnalité aux qualités humaines et à la résilience reconnue. En bonne patriote au service de la nation gabonaise, c'est avec des encouragements et félicitations faites à son successeur, mardi 12 septembre, à la passation des charges dans la haute institution qu'est la Cour constitutionnelle, qu'elle a reçu des propos dithyrambiques et exceptionnellement chargés de reconnaissance et de gratitude. Elle a été élevée à la haute et prestigieuse distinction de président honoraire de la Cour constitutionnelle gabonaise. C'est ce personnage qui force l'admiration de toute la gente féminine africaine, gabonaise et africaine, et qui, surtout de par sa formation, son parcours professionnel et son patriotisme, et je dirais même son panafricanisme, a retenu l'attention de toute l'équipe de rédaction de CNN pour vous offrir ces quelques minutes du grand format. Il nous a été répété par mail et par WhatsApp interposé depuis les événements du Gabon de rediffuser Devoir de mémoire. Nous avons réfléchi et nous avons pensé qu'à une date ultérieure, nous allons proposer une soirée qui lui sera entièrement dédiée, où il y aura la diffusion en toute vérité qui est consacrée à l'éducation en Afrique, au Gabon. Ensuite, son devoir de mémoire et le documentaire sur le palais de la Constitution, comme pour dire qu'en Afrique, il y a
des personnes qui, dans l'ombre, font des choses extraordinaires. Une cour constitutionnelle qui, aujourd'hui, frise l'admiration de toute la planète parce qu'il n'en existe pas en Afrique. Et dans le peloton de tête, cette cour y est de manière mondiale. C'est elle qui occupe le grand format de notre émission. Devoir de mémoire consacré au docteur Marie-Madeleine Boranzo. Alors, est-ce que la majestuosité et la somptuosité de ce bel édifice que je vous présente, toutes mes équipes vous présentent, ce très beau palace, la cour constitutionnelle gabonaise, dans lequel, en partie, figurent des grands hommes gabonais, certains leaders, des magistrats, vous apercevez certaines salles qui leur sont dédiées. Est-ce que ce ne sont pas là des leviers qui vous ont conduit à souhaiter que soit bâti pour la postérité un panthéon que vous appeliez de vos voeux comme un legs? Ben, tout à fait. Parce que, comme vous le constatez, il n'y a pas assez de salles ici pour honorer tous ces grands hommes qui se sont donnés entièrement à la République. Nous avons, par exemple, le père de l'hymne national. Il y a aussi les anciennes personnalités, les toutes premières personnalités qui ont eu à gérer les institutions au lendemain de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Vous voyez, on n'a pas assez de place ici pour honorer, immortaliser ces hautes personnalités-là. Mais il y a une autre raison à cela. Ici, nous sommes dans une juridiction qui est une juridiction austère. Tous les citoyens ne peuvent pas avoir accès à ces salles. Vous vous êtes retrouvés là parce que la Cour vous a invité. Mais en dehors des citoyens qui viennent pour déposer leurs requêtes ou qui participent aux audiences publiques de la Cour, mais les citoyens lambda ne peuvent pas y accéder, sauf à l'occasion de la journée porte ouverte. Mais c'est une fois l'an. Donc, comme cela se fait dans d'autres pays, sous d'autres cieux, en France, vous avez le Panthéon. Oui. Et ailleurs, vous verrez qu'il y a des endroits qui ont été aménagés où on retrouve vraiment l'histoire de ces pays-là à travers les grands hommes qui l'ont écrit. La Cour a déjà indiqué l'espace, oui, pour pouvoir réaliser ce monument. Là-bas, on retrouvera, pourquoi pas, certains de ceux qui sont déjà ici, à la Cour constitutionnelle, mais également bien d'autres, parmi lesquels vous avez Omar Bongo Ndimba, vous avez Georges Damas et bien d'autres. Vous avez Ngonjo, le premier président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien, et bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, à l'occasion de, par exemple, la célébration de l'anniversaire de décès du président Léon Mba, mais on se retrouve, il y a un espace qui est dédié avec une bibliothèque. Mais Omar Bongo Ndimba, c'est où? Il faut prendre un avion pour aller jusqu'à Franceville, rendre à Franceville. Et les jeunes à qui on va expliquer l'histoire, raconter l'histoire du Gabon, comment vont-ils matérialiser cela dans leur esprit? Georges Damas Aleka, on chante l'hymne national tous les jours. Il faudrait que quelque part, en un lieu indiqué, on retrouve au moins l'histoire de M. Damas Aleka et bien d'autres, je le dis. Alors, Madame le Président, il nous a été rapporté que la conceptualisation de ce bâtiment, dans ses moindres détails, était de vous. Mais tout à fait. Avec un suivi, chose étonnante, de jour comme de nuit. Est-ce vrai? Et
Comment est-ce que vous êtes arrivé cette inspiration? La conception de ce bâtiment, c'est moi qui ai conçu le bâtiment. Et ensuite, je me suis adressée à un jeune architecte gabonais pour qu'il couche sur le papier ce que j'avais conçu. Et ensuite, j'ai fait appel à un cabinet d'architecture, venu de l'extérieur d'ailleurs, pour maintenant formaliser tous les plans de conception, les plans d'exécution et de contrôle de ce bâtiment. Et naturellement, j'étais le coordonnateur de tous les corps d'État qui intervenaient ici. C'est moi qui présidais les réunions de chantier. Une fois par semaine, je présidais les réunions de chantier. Mais tous les jours de la semaine, j'étais là pour vérifier le travail effectué la journée et programmer déjà le travail du lendemain. Il n'y a rien ici qui a été conçu ou suggéré par quelqu'un d'autre. J'ai tout imaginé, mais il y avait des spécialistes qui traduisaient cela dans les faits, et c'est ce que vous voyez là, que ce soit les colonnes devant, la conception des salles d'audience, des salles de réunion, même des bureaux des membres, des membres de la cour, des assistants, de tous les agents d'ailleurs. L'ameublement, c'est encore moi, c'est-à-dire le mobilier spécialisé de la salle d'audience publique, de la salle d'audience à huis clos et des autres pièces. Voilà, et la petite décoration, comme vous le constatez, si c'est austère. C'est une juridiction avant tout, ce n'est pas un logement, ce n'est pas une maison d'habitation. Ce que vous voyez, que ce soit les rideaux, que ce soit le carrelage ou le marbre, la conception, le design, c'est moi-même qui ai conçu tout cela. Il paraît que les colonnes, les petites colonnes que je présente d'ailleurs là aux téléspectateurs qui sont au balcon de ce 6e étage, face à la mer, enfin face au fleuve Como, ces petites colonnes sont le reflet de votre lampe de chevet. Est-ce vrai? Ben, tout à fait, tout à fait. Comment ça se fait? Comme je vous le dis, tout ici, c'est moi qui ai conçu tous les décors. Alors, pour habiller les terrasses, il fallait les balustres. Alors, je ne voulais pas aller prendre des balustres qui sont utilisés partout, parce que c'est quand même le siège d'une juridiction spéciale. Ici, tout est symbole, y compris les balustres. Il me fallait une représentation d'une lampe, parce que vous avez vu les dômes, tout ici est symbole. Même les balustrades qui ornent l'escalier monumental de l'institution, si vous regardez bien, vous allez constater que ça représente justement la justice. Alors il me fallait, je reviens, il me fallait concevoir des balustres qui ont une signification. Et c'est ça. Alors, ça me prenait la tête parce que concevoir tout ça, je vais concevoir le plafond de la salle Oyonnax, tout doit être différent. On s'acheminait vers la fin des travaux, donc 5 heures du matin, je me réveille et puis j'allume. Et ça fait titre dans mon esprit, je dis, mais tiens, c'est une lampe. Alors, la particularité de cette lampe de chevet, c'est qu'il y avait son design représentait pratiquement une calebasse avec des inscriptions, parce que ici, il faut aussi, non seulement il y a la lumière, mais il faut avoir aussi un contenu. Il faut un contenant et un contenu. Il faut quelque chose. Nous, ici, nous devons encaisser aussi comme une calebasse. On doit pouvoir garder certaines choses parce que nous intervenons dans un domaine politique, c'est très sensible. Nous sommes agressés
tous les jours. C'est comme le panier que l'on fait porter aux jeunes filles qui partent en mariage. On leur dit tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, vous mettez ça dans le panier. Ouais. Et bien, la calebasse aussi, c'est ça, une signification. Donc, j'avais là une double signification, un instrument qui représentait aussi bien, puisque c'est une lampe, la lumière. On profite, pendant que vous expliquez, on profite de présenter cette lampe originale comme ça aux téléspectateurs. Oui. C'est cela, donc, qui représentait la lumière dont nous, les juges, nous avons besoin. Nous devons être éclairés pour pouvoir rendre des décisions. Qui sont souvent difficiles. Qui sont très difficiles. Nous ne devons pas laisser transparaître nos propres sentiments. Vous voyez, c'est cela, l'histoire de ces balustrades qui sont là. Et si vous regardez bien, vous verrez, en fait, c'est celui qui les a finalement réalisés, qui a, sans même en parler, qui les a signés. Tout à fait, parce que voilà, c'est ça, c'est l'originalité, c'est un peu les droits d'auteur. Nombreux sont des jeunes qui regardent cette émission, des moins avertis de la chose politique, de tout ce qui concerne véritablement la nation gabonaise, qui me poserait la question, avec tout ce que vous avez détaillé entre la construction, le savoir-faire, votre côté aussi rural, que nombreux ne connaissent pas. Mais il était temps aussi de revenir et de présenter véritablement qui c'est le personnage que nous avons en face. Il est important pour moi de vous présenter qui c'est réellement le personnage. Elle a expliqué son côté rural, elle nous a parlé même de sa vie au village, de sa petite enfance à côté de ses parents. C'est tous ces éléments que doivent retenir les jeunes générations et je crois que c'est illustrant aussi pour l'Afrique, notre Afrique qui a aujourd'hui le devoir d'émerger. Retenez que celle que nous avons pour inviter dans cette émission Devoir de mémoire est d'abord magistrat de formation, docteur en droit constitutionnel et fiscal, président fondateur de l'Université internationale de Libreville, grand prix de la reconnaissance africaine pour la promotion de la démocratie et la recherche de la paix, docteur honoris causa de l'Université d'Agadir au Royaume du Maroc, commandeur de la Légion d'honneur française, commandeur dans l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et ça, c'est une distinction qui lui tient tellement à cœur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a une approche réelle, un legs pour ce que c'est que l'instruction. Et quand on sait qu'un peuple sans instruction est un peuple qui est voué à l'échec permanent. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi grand croix du mérite gabonais. Le docteur Marie-Madeleine Borantsou est aussi grand croix de l'ordre de l'étoile équatoriale. Et pour finir, avec une série de distinctions, elle est grand croix de la panthère noire. Il est important pour moi ici aujourd'hui de décliner toutes ces distinctions qui représentent ce personnage qui doit aujourd'hui donner la voie à suivre déjà à tous les jeunes, mais surtout à la gente féminine. Ah, comme l'Afrique. Qu'avez-vous apporté à l'Afrique? Je suis d'abord un enseignant. Au-delà du fait que je suis magistrat, je suis un enseignant. Donc j'ai eu à encadrer pendant plus de 10 ans des étudiants à l'université Omar Bongo Ondimba et à l'Institut de l'économie et des finances qui accueillait les étudiants venus de l'Afrique, de toute l'Afrique. Mais je peux dire que ce que j'ai apporté et qui continuera à bénéficier aux jeunes Africains, c'est un cadre de formation de qualité multidimensionnel, parce que j'ai créé un lycée à cycle complet de la 6e jusqu'en terminale, dans toutes les disciplines scientifiques, littéraires et autres. Mais j'ai également créé l'Université internationale de Libreville. Cette grande université est ouverte sur le monde entier. Les enseignants viennent du monde entier et les étudiants également, puisqu'il y a non seulement des internats au niveau du lycée, mais également des campus au niveau du supérieur. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais apporté de pérenne pour mon pays. Il y a eu d'autres actions que j'ai menées pour
pour l'Afrique. Je fais partie de ceux-là qui ont créé, au niveau qui est le nôtre ici, c'est-à-dire sur le plan juridictionnel, la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Et le Gabon ici, plusieurs fois, a eu à ouvrir les portes de l'institution ici pour accueillir des juges des autres pays qui venaient ici pour justement renforcer leur savoir en matière de contrôle, de constitutionnalité ou de gestion des périodes électorales et bien d'autres encore. Mais ce que je retiens de fondamental, c'est la formation. Vous convenez avec moi que pour l'Afrique, elle aura apporté beaucoup de choses que nous-mêmes étions loin d'en savoir. C'est comme Cour constitutionnelle. Quels sont les événements qui vous ont marqué à la tête de cette haute institution et partant de là, la contribution de la Cour constitutionnelle au service du citoyen et de la nation? Oui. La Cour constitutionnelle, c'est le corps de garde de la nation Gabon. Ici, il n'y a ni opposition, ni majorité, ni le nord, le sud, l'est. Non, il n'y a que le Gabon. La Cour constitutionnelle, depuis sa création, a toujours œuvré pour maintenir ce pays Gabon dans la paix, à travers l'écoute de tous les camps politiques. Les membres de la Cour ici, lorsque nous sommes saisis, il y a le volet juridictionnel. Et même si il nous arrive de déclarer une requête irrecevable, mais nous prenons toujours la peine d'abord d'écouter tout citoyen qui saisit la Cour constitutionnelle, il est toujours écouté. Et ensuite, s'il y a des éléments qui ne peuvent pas être intégrés dans une décision, nous prenons toujours la peine d'inviter les pouvoirs publics compétents et leur faire part des observations que nous pensons être utiles pour le renforcement justement de la paix dans notre pays. Et c'est ce que mes collègues et moi nous faisons tous les jours, c'est veiller à la stabilité des institutions dans notre pays. Le siège de la Cour ici, en fait, c'est le corps de garde. Nous sommes là, mes collègues et moi, c'est H24. Nous sommes ici tous les jours. Et nous recevons tout le monde, majorité, opposition, les jeunes, tenez, même les étudiants, quand ils ont des problèmes au niveau de l'université, au niveau de leurs enseignements et autres, et encadrement, ils saisissent la Cour. Les syndicats de tel ou tel domaine saisissent la Cour constitutionnelle gabonaise. On nous appelle les sages. Et un sage, ce n'est pas celui qui appartient à tel ou tel camp, c'est celui qui prodigue des conseils et tranche, pas pour condamner définitivement un camp, mais pour à chaque fois chercher à dire attention, sur tel point tu as raison, mais sur tel autre non, et l'autre aussi, sur tel point tu as raison, mais sur tel autre point, alors vous devez trouver justement le juste milieu pour conserver, préserver la paix au Gabon. Alors, nous arrivons à la lettre qui est celle qui m'intéresse le plus, et toujours pour les jeunes générations, et surtout pour répondre un peu à à ce que j'appelle les ennemis de l'Afrique, à ceux qui sont pratiquement contre la reconnaissance réelle, je dirais, par moment de nos talents, de nos leaders. C'est la lettre E. E comme étude. Dans votre parcours universitaire élogieux, il y a forcément un moment que vous n'oublierez jamais. Avant que vous ne dites lequel, mais avant, nous allons écouter, et c'est très important, nous allons écouter le professeur de thèse de doctorat en Aix-en-Provence, en France,
doctorant en droit constitutionnel, le professeur du président de la Cour constitutionnelle gabonaise. Un doctorat en droit constitutionnel qu'elle a obtenu avec mention très honorable et félicitations du jury. Je dis bien à Aix-en-Provence, en France. J'insiste sur ce volet des études, parce ça fait souvent mal de voir comment, à travers un crayon, derrière un smartphone, on peut déstabiliser ou encore on peut essayer de noircir des images de ceux qui doivent être un tout petit peu des idoles pour nos générations à venir et existantes. Et ce droit constitutionnel que le président de la Cour constitutionnelle a brillamment obtenu en France, nous allons écouter ce professeur et surtout savoir que l'obtention de ce diplôme lui a valu des félicitations du jury avec autorisation, s'il vous plaît, de publication. Et ce que ce professeur dit, ce professeur dont l'âge, aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi, c'est le professeur Charles Debache. On écoute en 2 secondes ce qu'il dit de notre invité, le docteur Marie-Madeleine Boranzo. J'ai retrouvé avec joie Mme Boranzo, qui a été mon étudiante à Aix-en-Provence, puisqu'elle a effectué une brillante thèse de droit sous ma direction. Juste après ces quelques secondes, c'est sûr qu'on vous surprend, vous me demanderez où est-ce que vous avez eu ça. Mais docteur, il est important pour nous. On ne peut pas se dire, on ne peut pas laisser dire à la planète entière que vous avez atterri à ce poste comme un cheveu dans la soupe. C'est même, je veux dire, effroyable et c'est même décevant que ça puisse circuler par certaines personnes. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, non seulement professionnellement vous êtes assise, mais des études, vous en avez fait, comme vous souhaitez voir faire des générations à venir. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ce professeur ? Alors, en 2 mots. Oui, ça me permet en fait d'oublier totalement les insanités qui sont souvent versées sur mon compte par ceux-là qui m'envient, tout simplement. Alors, dans votre parcours élogieux, je l'ai dit tantôt, ils ont vu le descriptif. Quel est un moment, forcément, que vous n'oublierez jamais? Alors, ce moment, c'est un seul. C'est justement à l'occasion de la soutenance de ma thèse de doctorat à Aix-en-Provence. Je me retrouve là, moi qui, président de la Cour constitutionnelle, dans ma grande auge, me voici maintenant sur une petite chaise, petite table, en face des sommités, des éminents professeurs français et autres qui étaient là. Alors je les regardais, j'étais là sur une petite chaise, mon travail posé sur la table, tout juste un crayon, puisque vous n'avez rien et il n'y a personne autour de vous, et vous soutenez devant ces éminents professeurs. Alors, avant de prendre la parole, je me disais, mais est-ce que tu avais encore besoin de ça, de te retrouver là? D'autant plus que le professeur Debache, Charles Debache, qui me dira, avant, lorsque j'avais sollicité l'inscription, il me dit, vous savez, madame le président de la Cour, hein, vous ne serez pas traité là-bas comme un président. Vous serez un étudiant comme tout autre, donc on peut aussi vous noter et mettre une mauvaise appréciation. Donc, il faut bien vous préparer parce que vous ne serez pas du tout traité comme un président. Alors, je lui avais dit, professeur, je me soumettrai à la règle de l'université. Considérez-moi comme une simple étudiante. Et effectivement, quand j'allais faire mes recherches à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui se trouve à la place Panthéon, ben je descendais là et puis je rentrais avec ma carte d'étudiante, je rentrais à la bibliothèque comme à l'époque, comme étudiante, et personne, Dieu merci, ne me reconnaissait. J'étais là habillée comme tous les étudiants et toutes les étudiantes. C'est encore une très grande leçon d'humilité qui nous permet simplement de vous répéter que notre invité
a obtenu son doctorat en droit constitutionnel avec mention très honorable. Félicitations du jury avec autorisation de publication. Et c'est surtout sous la coupole du professeur français Charles Debache et du professeur Henri Roussillon, éminent professeur agrégé de droit public, ancien président de l'Université de Toulouse, doyen honoraire de la faculté de droit de Toulouse, vice-président de l'Académie internationale de droit constitutionnel, président de l'Association française des constitutionnalistes depuis 1999. L'histoire retiendra. C'est terminé pour ce numéro Constiécal Week News, tout en remerciant toute l'équipe technique qui contrôle et qui veille au grain de ce programme Constiécal Week News. Je pense d'abord en premier à mon cadreur officiel, Ousmane Koulibaly, sans oublier celui qui est chargé de la retransmission satellitaire, sans laquelle, à travers le monde, vous ne verrez pas cette émission. Et je profite aussi ici pour saluer tous nos téléspectateurs du côté du Canada, d'Australie, qui nous ont envoyé des messages de félicitations de Houston, de Dallas, aux États-Unis. Je pense comme ça, Lévite Vonan, qui est celui-là qui assure cette retransmission pour permettre de voir et de regarder cette mission de partout dans le monde. Et le maître cuisinier de ce programme qui n'est autre que Marcel Bassolé, sans oublier tous ses collègues, à savoir Stéphane Négou, Éric Biquek, Raoul Sankoué, Charlotte Abdoulaye, Gozro Richard et le chargé, l'attaché de production, M. Jean-Marie Mbega, et au contrôle en Europe, Hilar Blanchard. Je vous remercie d'être présent et de continuer à regarder les rediffusions de cette émission sur votre petit écran. Je suis Constiécal, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.